Dans les brumes épaisses des Highlands de l'Ouest, bien avant que les hommes ne tracent des routes ou ne dressent des alambics, vivait une ombre que l'on ne nommait qu'à voix basse, Nycnévin, la reine des sorcières. On la murmurait dans les cours et les chaumières. Certains nommaient cette reine de l'ombre, mère des enchantements, sœur d'Hécate, celle qui mène les processions d'Alomas. Drapée d'une cape grise, brandissant une baguette capable de changer la mer en pierre et les hommes en légende, sa présence, invisible mais puissante, planait sur les landes, inspirant à la fois crainte et fascination. Et puis, les siècles ont passé. Les sabbats se sont tus, mais l'esprit de Nycnévin n'a jamais disparu. Aujourd'hui, dans une baie secrète d'Écosse, au bord du Morvern, une jeune distillerie porte son nom à peine voilé, Knacnian. Ici, on ne lance plus des sorts, on distille des mystères. Le feu, l'eau, l'air et l'orge s'accordent comme un vieux refrain, et chaque goutte raconte la lande, la nuit et la main qui ose. Bienvenue chez Knacnian, là où la légende n'est pas une histoire, mais un esprit. La vraie raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que tout ça se trouve sur la ferme de mes parents. C'est donc ça, si tu veux, la toute première inspiration pour construire une distillerie. Je dis toujours qu'on ne peut pas être sur la côte ouest de l'Écosse sans penser au whisky. On peut voir Tobermory juste de l'autre côté de la baie. Il y a clairement du whisky dans l'air. Je crois qu'on avait ce rêve de famille, installer une distillerie de whisky dans ces vieux bâtiments de ferme. La distillerie elle-même se trouve dans de très anciens bâtiments agricoles qui n'étaient plus vraiment utilisés. Et on avait ce rêve un peu fou de pouvoir créer une distillerie de whisky ici. Mais ce rêve est devenu quelque chose de bien plus concret quand j'ai commencé à faire des recherches, à m'intéresser au whisky, à l'apprécier comme boisson, mais aussi à comprendre que cette industrie restait très traditionnelle. Et moi, je voulais créer quelque chose de durable, d'innovant et, je dirais, tourné vers l'avenir, un whisky moderne, en équilibre avec la tradition très marquée du Scotch. Où est-ce qu'on est maintenant? Je commence toujours les visites dans la chaufferie. Ce n'est pas la partie la plus jolie de la distillerie, mais c'est une des plus importantes. Comme je le dis souvent, l'un des objectifs principaux avec Knacnian, c'était de s'assurer qu'on puisse fonctionner de la manière la plus durable possible. Et si on veut faire ça, il faut d'abord réfléchir à l'énergie. La distillation demande énormément d'énergie. Donc la manière dont on produit cette énergie est vraiment essentielle. Et juste derrière nous, voici notre chaudière à biomasse. Je voulais trouver une source d'énergie renouvelable. On est dans une région très isolée, donc nos options étaient limitées. Mais il se trouve qu'il y a une forêt commerciale juste à côté de la distillerie. Alors, on a choisi la biomasse comme source d'énergie. On a besoin de vapeur à haute pression pour la distillation. C'est donc une machine très complexe et coûteuse que nous avons fait venir d'Autriche. Mais grâce à elle, tout le site fonctionne à l'énergie renouvelable. Et je trouve que c'est une vraie réussite. On a parlé de l'énergie, mais la provenance de l'orge maltais est aussi très importante. Et justement, ici, on peut voir un de nos sacs d'orge maltais. On ne cultive pas l'orge sur place parce qu'on est sur la côte ouest. Et ce n'est pas un bon climat pour ça. Mais le whisky reste un produit agricole. Et pour moi, il était essentiel de prendre soin des terres agricoles où l'orge est cultivée, autant que de ce qui se passe ici. C'est pourquoi nous utilisons uniquement de l'orge écossaise 100% biologique. Et puis, il y a deux autres aspects qu'on a pensés dès le départ. La conservation de l'eau, par exemple. L'eau est très importante en Écosse. Et on connaît aussi des périodes de sécheresse. La majorité de l'eau utilisée dans la distillation sert au refroidissement, pas à la fabrication du whisky lui-même. Nous avons donc un bassin de refroidissement très simple. C'est un système en circuit fermé et c'est lui qui fournit toute notre eau de refroidissement. Ça nous évite d'avoir à prélever de l'eau dans la rivière ou d'utiliser une tour de refroidissement qui consommerait de l'énergie et des produits chimiques. Et puis, la gestion des déchets, c'est la partie la moins glamour. Nous avons les résidus d'orge, la drèche, et aussi le liquide qui reste dans la cuve. Et ces deux éléments retournent à la ferme ici.
Donc, dès le départ, on a essayé de réfléchir à tous les éléments essentiels et de créer les solutions les plus durables possibles en même temps. Et peut-être que la durabilité, c'est aussi une question de possibilité, dans le sens où, vu l'endroit, on ne peut pas forcément tout faire et il faut réfléchir à comment gérer tout ça. Exactement, c'est ça, la durabilité. Et parfois, durabilité et praticité vont très bien ensemble. Est-ce que vous avez choisi cet endroit en connaissance de cause, en vous disant finalement c'est peut-être l'endroit parfait pour faire de la durabilité? Non, je pense que c'est vraiment juste ces deux choses qui se sont rejointes. Nous avions cette idée de construire une distillerie et puis, en fait, je travaillais à Londres dans un grand groupe. J'ai eu un peu de temps libre, pas pour la distillerie, juste pour moi. Et j'ai dit à ma famille, pourquoi est-ce que je n'essaierais pas d'écrire le business plan de cette distillerie? Parce qu'on en parlait encore et on ne faisait jamais rien. Donc, j'ai eu 3 mois de pause et j'ai passé une partie de ce temps à faire des recherches. Je suis allée sur Islay, par exemple, parce qu'il y a tellement de distilleries là-bas et c'est là que j'ai eu cette prise de conscience. C'était en 2012. Personne ne parlait de durabilité. Personne ne l'évoquait. Et même sans connaître grand-chose au whisky, on peut sentir l'énergie qu'il faut pour faire tourner les alambics. Je me suis dit, c'est fou. Ils utilisent tous du pétrole et du gaz pour chauffer tout ça. Et je savais, grâce à mon expérience d'avant, que la prochaine génération de consommateurs se soucie vraiment de la durabilité. Je me suis dit que si l'industrie dans son ensemble n'évolue pas, on va perdre tous ces nouveaux consommateurs. Donc, une partie de notre mission, c'est d'être la distillerie qui amène de nouveaux buveurs vers le whisky, parce que je pense que c'est un produit incroyable. C'est une tradition extraordinaire en Écosse. C'est une industrie importante en Écosse. Je veux faire venir ces nouveaux buveurs, mais aussi jouer ce rôle de pionnier, montrer à l'industrie ce qui est possible, et j'espère que tout le reste du secteur avancera plus vite grâce à ça. Mais justement, quelle est la partie de cette industrie du whisky traditionnelle que tu aimais le moins et qui t'a fait te dire allez, essayons avec la durabilité? Je pense que c'était l'énergie. Enfin, l'énergie et l'agriculture, en fait. Et la partie agricole est intéressante parce que si tu parles à quelqu'un qui boit du vin, il sait que ça vient du raisin. Tout le monde le comprend. Mais ce n'est pas le cas pour le whisky. Et nous sommes une distillerie biologique. Toutes nos bouteilles ont le mot « bio » sur l'étiquette. Et tellement de gens nous demandent « Qu'est-ce qui fait qu'un whisky est bio? » Parce qu'ils ont perdu le lien avec la ferme. Tout commence avec l'orge. Bien sûr, c'est fait à partir d'orge. C'est évident. Si tu parles à quelqu'un de vin ou même d'une carotte, ils savent ce qu'est une carotte bio. Mais ce lien avec l'agriculture a été perdu dans le whisky. Et je voulais vraiment éduquer les gens là, dessus, et aussi améliorer les pratiques dans l'industrie en général. Mais aussi, et on en parlera plus dans la distillerie, sur la partie production du spiritueux elle-même. Toutes les distilleries traditionnelles disent « On fait le whisky comme on l'a toujours fait. On le fait comme ça depuis 100 ans, et c'est très bien. » Mais je pense qu'il y avait aussi besoin d'un espace pour une distillerie qui fasse les choses différemment et de manière moderne. Donc, nous voilà à l'intérieur de la distillerie. Comme vous pouvez le voir, on est dans un ancien bâtiment agricole. C'est très petit. On a dû concevoir la distillerie autour du bâtiment, plutôt que de construire le bâtiment autour de la distillerie. On fait venir des sacs d'une tonne d'orge maltée, et toute la distillerie travaille tonne par tonne. Et voici là où se trouve ma passion. Voici les cuves de fermentation. C'est ici que la fermentation se produit. Ce que j'ai observé en arrivant dans le whisky, après avoir bu beaucoup de bière, c'est que cette étape, c'est celle dont les brasseurs se soucient. Et en tant que distillateurs de whisky, nous sommes en réalité des brasseurs qui ajoutent simplement une étape supplémentaire à la fin. C'est ici que la saveur se crée. Donc, on passe beaucoup de temps à expérimenter dans ces cuves de fermentation. Pour notre whisky principal, Knackenean Organic, nous utilisons 2 levures, ce qui est inhabituel. La plupart de l'industrie du whisky utilise 1 ou 2 levures standards. La durée standard de fermentation est de 60 heures. Nous, on fermente entre 68 et 114 heures. Cependant, en ce moment, Voici l'astuce.
Tu peux entendre que la distillerie est très calme. Et la raison, c'est qu'en ce moment, on fait des fermentations très longues. On fait des fermentations de 2 semaines. Et comme on n'a qu'un nombre limité de cuves de fermentation, on les remplit toutes et ensuite, on doit arrêter la distillation pendant 1 semaine pour leur laisser cette semaine supplémentaire. Ça fait partie de notre côté expérimental. Une partie de l'année, on produit simplement notre spiritueux organique habituel, mais en général, pendant l'été, on consacre 1 à 2 mois de production à quelque chose de plus expérimental. Les années précédentes, on a utilisé différentes levures pour le vin, pour la bière ou pour d'autres spiritueux, et on les a ajoutées, ce qui crée des arômes différents. Cette année, on a choisi de faire ces fermentations très longues et l'avantage, c'est qu'on peut tout observer à l'intérieur. Normalement, si ça venait juste de commencer, ce serait en train de bouillonner et d'être très actif. Mais maintenant, parce que ça est ici depuis, je crois, environ 10 jours... On sent une certaine acidité. Oui, tu sens l'acidité. Oui, exactement. Ça me fait penser, ouais, presque à du vin blanc. Exactement. Et en fait, je crois qu'on en a encore au frigo. J'ai du wash à 3 jours et à 9 jours que tu pourras goûter. La différence est vraiment énorme. Donc si je comprends bien, 60 heures dans l'industrie du whisky traditionnel, c'est à peu près 3 jours. Ouais, donc 2 semaines. C'est vraiment long. Du coup, vous attendez quel effet de cette fermentation de 2 semaines? Plus d'alcool peut-être? Pas plus d'alcool, parce que ça, c'est la seule chose dont l'industrie se soucie vraiment. Donc, s'il y avait plus d'alcool à la fin, tout le monde le ferait. L'intérêt, c'est d'obtenir des arômes différents. Tu ne perds pas d'alcool, mais tu n'en gagnes pas non plus. C'est vraiment une histoire de saveurs différentes. Et c'est aussi pour ça que, dans notre recette normale, on fait 68 et 114 heures. C'est pratique, ça s'adapte au rythme de la distillerie, mais ça donne aussi des profils aromatiques différents. Ce qu'on ne sait pas vraiment encore, c'est ce que ça donnera une fois distillé et après 3 ans ou plus dans le fût. Mais c'est ça, la beauté de l'expérimentation. Tu attends, et tu attends très longtemps. Nous sommes maintenant dans le cœur de la distillerie où tout se passe, enfin presque tout se passe. Nous sommes dans la salle des alambics. Nous avons 2 alambics pot still, ce qui est de toute façon exigé par la loi écossaise, et il donne sur cette magnifique vue sur le Sound of Mull. On essaie de faire cette étape très lentement, très soigneusement. Donc, on distille très lentement. Grâce à la forme de nos alambics, le spiritueux passe beaucoup de temps au contact du cuivre. Et ça aide à créer cette élégance et cette pureté dans le spiritueux, ce qui nous permet ensuite de produire un whisky délicieux, même relativement jeune. Et en réalité, la distillation, c'est juste transformer les arômes que tu as déjà créés lors de la fermentation. C'est pour ça que la fermentation est si importante. C'est là que les saveurs naissent. Ici, on se contente de les transformer, le cuivre jouant le rôle de catalyseur pour obtenir le bon équilibre. L'autre choix crucial qu'on fait dans cette salle, c'est le point de coupe lors de la 2e distillation. La première distillation, c'est simple. Mais lors de la distillation du spirit, on doit faire une coupe, car tout ce qui sort de l'alambic n'est pas destiné à aller dans le fût. Le distillateur choisit le cœur de chauffe, c'est-à-dire ce qu'on met réellement en fût. Et on peut décider de la forme de ce cœur. La plupart du temps, nous choisissons ce qu'on appelle une haute coupe, et cela capture les arômes élégants et fruités du spirit. Si tu choisis une coupe plus basse, tu obtiens moins de ces arômes élégants et fruités et davantage de notes lourdes et huileuses. Tout dépend de l'endroit où tu places ta coupe. Mais ce qu'on a aussi choisi de faire, c'est de ne pas se limiter à un seul type de spiritueux. La plupart des distilleries en Écosse ne produisent qu'un seul style de spiritueux standard, mais ça me semblait un peu ennuyeux. Donc, pendant environ 6 semaines par an, on produit un spirit différent, avec une coupe plus basse. Ce spirit est destiné à un vieillissement beaucoup plus long, 10 ans ou plus. Simplement parce que ce spirit n'est pas très agréable immédiatement à la sortie de l'alambic, car il contient ces arômes plus lourds, huileux, presque cuirés. Mais l'idée, c'est qu'après 10 ans en fût, ces arômes plus lourds deviennent quelque chose de plus intéressant.
Et si on prend l'autre spirit, celui avec la coupe plus haute, et qu'on le met pour une maturation longue, est-ce que ça fonctionnerait ou pas du tout? Ça fonctionnerait, mais il évoluerait beaucoup moins avec le temps. Alors que le spirit destiné aux longues maturations continue de se développer et de gagner en complexité sur une plus longue période et crée une palette aromatique plus large. Mais en réalité, les deux ont leur rôle à jouer. Il n'y a pas de mauvais arômes. Il y a des arômes différents et tout dépend de ce que tu choisis d'en faire. Ça dépend finalement de quel type de whisky tu veux faire. Exactement. Et proposer une diversité, parce que les gens ont des goûts différents. L'une des choses géniales avec le whisky, c'est que déjà, à peu près tout le monde aime en boire, ce qui est une bonne base, mais aussi que ce que les gens oublient, surtout avec le single malt, c'est la magie de l'assemblage à la fin. Parce que c'est appelé single malt, pas blanc. Les gens oublient qu'on assemble quand même des fûts entre eux et que ça ne peut pas être fait par une machine. Et dans cette optique d'assemblage, est-ce qu'on arriverait à assembler la coupe haute avec la coupe basse? On pourra mélanger les deux types de coupes, mais on ne l'a pas encore fait parce que pour la coupe basse, celle destinée à la longue maturation, on s'est fixé un minimum de 10 ans. Et on a commencé à distiller qu'il y a quelques années. On aura une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut embouteiller cette autre recette séparément ou l'intégrer dans l'organique. C'est la question, et ça changerait le profil. Mais ce n'est pas grave. En réalité, c'est déjà arrivé. Au début, on utilisait seulement 2 types de fûts dans l'organique parce que les fûts de sherry n'étaient pas prêts. Ils ont besoin d'au moins 5 ans. Et nous voulions sortir un whisky de 3 ans. Donc, au début, ils étaient exclus. Puis, quand ils ont été prêts, on les a intégrés et on a ajusté la recette des fûts en conséquence. Je pense que ça fait partie du voyage quand on crée une distillerie. Donc, je serais tout à fait à l'aise qu'on change encore dans 10 ans. Ça y est, on y est, à la dernière étape de la fabrication du whisky, la maturation. Alors, voici l'un de nos entrepôts. Nous utilisons beaucoup de types de fûts différents, mais nous en avons 3 principaux et en fait, nous sommes entourés par eux ici. Juste derrière vous, nous avons des fûts ex-bourbon. Nous avons aussi des fûts de vin rouge STR et puis nous avons les fûts de sherry que vous pouvez voir là-bas. Et ce sont ces 3 types de fûts qui entrent dans la composition d'une organique. Ils ont chacun, comme des acteurs dans une pièce, un rôle différent à jouer. Les fûts ex-bourbon, comme leur nom l'indique, ont contenu du bourbon aux États-Unis. Et ils ne peuvent pas être réutilisés là à cause des réglementations américaines. Donc, ils sont envoyés ici. Et les fûts de bourbon, pour moi, ce sont mes préférés. Ils ont un impact assez léger sur le spiritueux, donc l'alcool conserve vraiment son caractère, mais il est doucement, très doucement arrondi par le fût, et ces fûts apportent une très belle douceur. Les fûts STR, en revanche, ce sont des fûts de vin rouge qui ont été rasés, toastés et réchauffés. Ils contenaient à l'origine principalement du vin rouge espagnol. Ensuite, on enlève une fine couche à l'intérieur, puis on les toaste et on les brûle. Et ce processus de brûlage caramélise les sucres du vin. Ça crée un type de fût très différent, très actif. Il produit un spiritueux beaucoup plus foncé et il fait ressortir les notes de fruits dans notre spiritueux. Et puis, nous avons le sherry, mais nous utilisons une quantité très faible de sherry dans l'organique. Donc, il n'a pas un goût de sherry. C'est vraiment juste un assaisonnement. Seulement 2 % de chaque bouteille vient d'un fût de sherry, mais ça ajoute de la profondeur et de la complexité. Donc, dans une bouteille de Nac Nian organique, tu as 55 % de STR, 43 % de bourbon et 2 % de sherry. Et en plus de ça, on a toutes sortes de fûts étranges et merveilleux cachés un peu partout dans l'entrepôt. Cognac, moscatel, calvados, riz, vin doux, vin blanc, toutes sortes de choses.
Et ceux-là sont généralement sortis en édition spéciale, en single cask. Et parmi tous ces fûts un peu particuliers, comme le cognac, bien sûr, ça vient de France, mais comment vous vous procurez ces fûts un peu spéciaux, particuliers comme ça? Oui, donc il y a, je dirais, deux catégories. Certaines sont des collaborations. Ce sont mes préférés, parce qu'on connaît le producteur. Par exemple, nous avons un fût de cognac de chez Fontagar, qui est un producteur de cognac très engagé dans la durabilité. Nous en avons aussi d'autres, de chez Fanny Fougera, que je connais personnellement. C'est une productrice incroyable qui partage beaucoup de nos valeurs. Donc parfois, on collabore avec une distillerie ou un producteur spécifique pour importer leur fût. Et quand on sort cette édition, on parle de la collaboration entre les deux maisons. Et d'ailleurs, nous avons une sortie prévue début octobre dans notre série Quiet Rebels. Et cette série célèbre quelqu'un de l'équipe. Et cette personne peut créer son propre whisky. Cette année, c'est le whisky de Simon. Et lui voulait vraiment un whisky vieilli en fût de stew. Donc, nous en avons cherché et on a collaboré avec un producteur de bière écossais qui produit de la stew. Ils ont pris nos fûts STR. Ils ont maturé leur stew dedans. Ils vendent la bière, on en a d'ailleurs ici, et ensuite, on a mis notre whisky dans ces fûts. Donc ça aussi, c'était une belle collaboration. Parfois, il n'y a pas une collaboration aussi étroite. On trouve simplement un type de fût vraiment intéressant et on se dit « j'aimerais faire vieillir du Nacknean là, dedans ». Et même si avec l'orge et la levure, on garde certaines inconnues dans la fabrication, avec ces fûts particuliers, on garde une certaine forme de mystère. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, exactement. Qu'est-ce qui va se passer? Et nous aimons aussi explorer des types de fûts un peu étranges. On a fait du Pinot des Charentes. On a fait du Maury, qui est un vin doux naturel français. Donc, beaucoup de vin, et en particulier des fûts de vin, que peu de distilleries utilisent. On essaie de prolonger cette philosophie d'expérimentation aussi dans la maturation. Dans votre philosophie globale d'expérimentation, est-ce que vous voulez vous concentrer sur de la maturation court terme ou est-ce que la maturation long terme est aussi un objectif? Un peu des deux. On n'embouteille pas tout ce qu'on produit. Progressivement, l'âge du Nacknean organique augmente. À un moment donné, ça s'arrêtera. Je n'ai pas besoin de faire un whisky de 50 ans. Mais il y a un équilibre à trouver, parce qu'une partie de l'élégance et de la fraîcheur de Nucinian vient justement de son jeune âge, et ça le rend plus accessible. Donc je ne sais pas encore à quel moment on arrêtera. Mais oui, il y a une limite. Et peut-être qu'on fera aussi un autre style de whisky, plus vieux. C'est une possibilité. Donc si je comprends bien, et la réponse paraît peut-être évidente après ce qu'on a dit, mais j'ai l'impression que la maturation long terme n'est pas si importante que ça pour vous. Elle a un rôle et parfois, on doit faire vieillir quelque chose très longtemps, surtout si on n'a pas fait un très bon spiritueux au départ. Mais ce n'est pas le seul objectif. Pour moi, il y a une valeur qui n'a peut-être pas été assez reconnue historiquement, la fraîcheur et l'accessibilité des whiskies jeunes quand ils ne sont pas encore très marqués par le bois. Mais je peux aussi apprécier un whisky très vieux. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que la diversité est la richesse de la vie. C'est génial d'avoir plein de profils différents. Alors, qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent un bon whisky est un vieux whisky? Je dirais qu'on peut trouver de très vieux whiskies excellents et de très vieux whiskies pas très bons. On peut aussi trouver de jeunes whiskies excellents et de jeunes whiskies pas très bons. Donc, au final, il s'agit juste de trouver du bon whisky et du whisky que toi, tu apprécies. Tu serais surpris. Et nous avons vraiment découvert ça avant même de sortir Nacknean. Quand on lance une distillerie, il y a ces 3 années minimum où l'on remplit des fûts et où l'on n'a pas encore de whisky à vendre. Juste avant d'atteindre les 3 ans, on a commencé à faire des tests avec des amateurs de whisky pour voir ce qu'ils préféraient. Par exemple, on prenait des fûts STR et on faisait un assemblage avec 2 tiers STR, un tiers Bourbon ou l'inverse, et on faisait goûter aux gens. Et le résultat était toujours le même. 50% préféraient l'un, 50% préféraient l'autre. Vraiment, il n'y avait aucun consensus. Et je crois que c'est quelque chose de très important à garder en tête dans le whisky.
Si tu es en train de découvrir le whisky, tu dois aller chercher ce que toi tu aimes. Ne te repose pas seulement sur ce que les autres disent. Alors dans ce cas, qui appréciera les whiskies de Nakhnean? Eh bien, nous savons qu'il y a deux types de personnes qui aiment beaucoup notre whisky. D'abord, les amateurs de whisky qui connaissent déjà l'univers et qui, même si nous sommes une jeune distillerie, apprécient notre profil aromatique, notre esprit d'innovation et notre engagement durable. Et puis, il y a un autre groupe, des personnes sensibles à la durabilité qui ne viennent pas forcément au whisky au départ, mais qui sont attirées par notre philosophie. Et là, on peut leur faire découvrir le whisky. Et ça, c'est génial. Quand j'entends que quelqu'un a goûté du whisky pour la première fois grâce à nous et qu'il aime ça maintenant, ça me rend vraiment très heureuse. Parce que le whisky, c'est beaucoup plus que juste boire, en fait. C'est toute la culture, même la méthode de fabrication qu'on a vue juste avant, propre à chaque distillerie, où chaque distillerie essaye différentes choses. C'est en fait ce que j'essaie de développer, enfin de promouvoir, c'est que le whisky, c'est tellement plus qu'une boisson. Il y a tellement de richesses, culturelles, gustatives, narratives, sociales. C'est fascinant. Et je veux que plus de gens puissent vivre ça. Et si on peut encourager plus de gens à essayer, alors c'est une très bonne chose. J'ai quelques questions à te poser de la part des membres de la Guilde du Chardon. La première nous vient de Jean-Pierre, qui nous a mis en contact et qui finalement a rendu tout ça possible. Merci Jean-Pierre. Quels sont tes whiskies préférés en dehors des tiens? Oh, très bonne question. Mon whisky préféré. Alors, en Scotch, l'un de mes favoris est Bruichladdich. Il y a plusieurs raisons à cela. En partie parce que, quand je démarrais Nakhnean, je voyais cette distillerie comme l'une de celles qui faisait les choses un peu différemment. Et ce qui a été très beau à observer, c'est que depuis 2012, ils ont eux aussi entamé leur propre chemin vers la durabilité. À l'époque, je les admirais déjà, mais ils n'étaient pas encore engagés dans ces démarches. Ils sont devenus la première distillerie d'Écosse certifiée B Corp, et j'ai toujours aimé leurs whiskies. Donc, cette combinaison entre le whisky et la philosophie, pour moi, c'est parfait. J'aime aussi explorer les whiskies non écossais. Je pense qu'il se passe des choses vraiment intéressantes en dehors de l'Écosse. Que ce soit les whiskies danois, les whiskies anglais ou les whiskies japonais. Nous avons aussi quelques collaborations sympathiques avec d'autres distilleries. Nous avons, par exemple, une distillerie néerlandaise avec laquelle nous avons échangé des fûts. Et tout comme une partie du processus du single malt est parfois mal comprise, je pense aussi que la philosophie du blended whisky est souvent oubliée ou mal comprise. Et il y a quelques maisons en Écosse qui font des choses très intéressantes avec le blended whisky. Il y a Compass Box, Woven ou encore Turntable. Ils essaient de réinventer le blended scotch et je trouve ça vraiment passionnant. Et c'est très en phase avec notre mission aussi. Faire en sorte que le whisky continue d'avancer vers l'avenir, sans se contenter de regarder en arrière. Comment décrirais-tu le whisky Nakhnean en 3 mots? Élégant, fruité, durable. Ça fait 3 mots, en effet. Merci infiniment pour tout ça. Avec plaisir. Pour toutes ces choses qu'on a eu la chance de voir et de partager avec toi. Et on n'a même pas encore goûté le whisky. Aïe, 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 j'en oublie même l'essentiel. L'odeur ici est vraiment incroyable, c'est fou. Tu comprends pourquoi dans le passé ils utilisaient le whisky comme parfum finalement. Et en fait d'ailleurs, ce qu'on sent ici, c'est un mélange d'odeurs entre le whisky et les fûts. Je pense que c'est la part des anges. C'est finalement ça qu'on est en train de sentir. En fait, cet entrepôt est un peu haut. On l'a fait exprès pour pouvoir installer le système de stockage. Mais quand tu vas dans les entrepôts plus bas, on le sent encore plus. Parce que tout devient plus concentré. Un immense
immense merci à Annabelle et à toute l'équipe de la distillerie pour leur temps, pour leur savoir, pour leurs échanges et leur immense gentillesse. On a passé plus de 4 heures avec eux à filmer, discuter, rire beaucoup. Alors n'hésitez à aucun moment à leur rendre visite. Et concernant la dégustation des whiskies de Knackenean, ça viendra dans une partie 2 de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce reportage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un abonnement et surtout commenter cette vidéo sur ce que ça vous inspire. Qu'est-ce que vous pensez de la distillerie de Knackenean? Et si tu veux plonger vraiment dans l'univers du whisky, je t'invite à rejoindre la Guilde du Chardon, le club privé des passionnés de whisky qui a pour objectif de devenir un embouteilleur indépendant communautaire et à terme fonder la toute première distillerie communautaire. C'est un projet de grande ampleur qui va très très vite, alors le meilleur moment de rejoindre, c'est maintenant. Le lien est dans la description. On se retrouve très vite pour la partie 2 de la visite chez Knackenean avec la dégustation de leur whisky. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, merci encore à Annabelle et à très vite.